Bonjour à tous. Merci d'être là. Écoutez, je vais commencer par vous faire une confidence. Lorsque j'étais invitée à participer aujourd'hui à ce TEDx, j'étais en pleine préparation de ma plaidoirie devant la cour spéciale, la cour d'assises spécialement composée à Paris. C'est aujourd'hui le procès en France et dans le monde le plus important. C'est un procès historique, c'est un procès hors norme. C'est un procès où il y a plus de 2500 victimes, 131 morts. Et je me suis dit, je vais commencer par vous dire ce que j'ai dit en m'adressant à la cour. Je voudrais juste vous dire que ce n'était pas une cour composée par des jurys, des gens de la société civile, c'était une cour composée par des magistrats professionnels, dont la majorité étaient des femmes d'ailleurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans le monde idéal de ces accusés, ici, à ma place, il y aurait un homme et non une femme. Une femme, même voilée, ne peut être juge, ni procureur, ni avocat, ni rien d'ailleurs. C'est une hérésie que moi, femme, avocate, puisse être ce jour-là et plaider devant votre cour. Le sujet du labyrinthe m'a beaucoup inspirée. Le labyrinthe, cet endroit clos où il est difficile de trouver son chemin pour la sortie. Et lorsqu'on a l'impression de l'avoir trouvé, en fait, c'est un mur, c'est une impasse, il n'y a pas de sortie. Alors comment s'en sortir autrement que par le haut ? Cette idée exceptionnelle et extraordinaire, elle a été trouvée par Dédale lorsqu'il était enfermé avec Icare, son fils, dans le labyrinthe qu'il a inventé. Il a inventé un labyrinthe, il s'y est trouvé et il n'arrivait pas à s'en sortir. Alors comment faire ? Eh bien, il a façonné des ailes pour son fils Icare. Je reprends la mythologie grecque. Il a façonné des ailes pour son fils Icare, pour lui permettre de sortir de cette prison à ciel ouvert, parce qu'il a compris qu'on ne pouvait s'en sortir que par le haut. Ses ailes étaient en cire et en plumes, et lorsqu'il s'est envolé pour retrouver sa liberté et défier les oiseaux, vous savez ce qui est arrivé. Plus Icare se rapprochait du ciel, plus la catastrophe s'approchait de lui parce que la cire a fondu et les plumes ont brûlé. Et puis, une fois sorti, une fois dehors, il ne faut pas oublier, ce n'est pas fini. Une fois dehors, il y a le Minotaure, ce personnage mythique, mi-homme, mi-taureau, qui vous guette à la sortie, et puis il se nourrit exclusivement de chair humaine. Et puis, il guette n'importe quel faux pas, n'importe quel état de faiblesse, n'importe quel doute pour vous dévorer. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, ma sortie du labyrinthe, mes différentes tentatives de sortie, pour être plus juste, n'ont pas toutes été couronnées de succès. Je suis tombée, je me suis relevée, j'ai chuté, je me suis débrouillée pour essayer de
au moins garder la tête en dehors du labyrinthe. Vous savez, lorsque on est né dans une société où des décennies durant, voire des siècles, la femme a été derrière ces murs du labyrinthe, dans la claustration, il fallait trouver, je dirais même instinctivement, la force de se relever et de sortir. Alors, moi j'ai eu la chance, j'ai eu l'immense chance de naître dans cette Tunisie où un visionnaire, Habib Bourguiba, qui a compris, lui, qu'il faut émanciper les femmes pour émanciper tout un peuple. Parce que pour lui, les femmes ne sont pas des complémentaires. Les femmes sont essentielles. Les femmes ne sont pas des complémentaires comme le rêvaient et le rêvent encore des islamistes intégristes dans notre pays. Ils n'ont pas peur du labyrinthe, ceux-là. Mais des Bouchra, des Faisal, des confrères, des avocats sont tous là pour ne pas laisser le Minotaure nous avaler, nous, non seulement femmes, mais un peuple entier. Vous savez, ça a été rappelé à l'instant, je suis désolée, il y a une partie de ma famille qui est là, mais je dois vous le dire, oui, moi, ma sortie du labyrinthe, je l'ai d'abord faite dans la petite cellule familiale, fille unique avec 5 garçons, il fallait trouver sa place, alors j'ai laissé pousser des ailes. Et je les ai confectionnées. J'ai fait en sorte que ça soit en matière ininflammable, invincible pour pouvoir avancer et ne pas subir le sort d'Icare. Parce que je connais le monde misogyne. Avec ces ailes, j'ai dû faire des effets de manche un peu plus tard, mais il fallait que je m'impose. Mais avant de s'imposer, il fallait se faire accepter. Alors oui, j'ai joué au toupie, je n'ai pas joué à la poupée parce qu'il fallait que je sois acceptée par ce monde de garçons. Je ne voulais pas être victime d'une masculinité ordinaire, écrasante, épuisante, dominante. Non, je voulais sortir et voler, m'envoler, gagner ma liberté, parce que sortir du labyrinthe, c'est gagner sa liberté. Beaucoup d'hommes et des femmes ont lutté pour cela. Alors, il y avait Habib Bourguiba, oui, bien sûr, il est toujours là, il est avec nous. Les avocats, hommes et femmes, luttent pour cela. Je voudrais dire un mot et me souvenir de notre compatriote, ma consoeur Gisèle Halimi, qui a d'abord prêté serment en Tunisie, il ne faut pas l'oublier, avant de prêter serment en France. Elle a été aux côtés de toutes les causes injustes, elle a défendu la femme, elle était aux côtés de Djamila Boupapcha, celle qui a lutté pour libérer son pays, l'Algérie colonisée, et puis aux côtés d'une autre femme, Anne-Claire, celle qui était dévorée par le labyrinthe de son violeur. Il faudrait que je vous rappelle qu'elle était mineure. Elle a été violée et elle voulait se libérer du labyrinthe de son violeur. Donc elle s'est faite avorter. Et ça a donné un procès qui fait date aujourd'hui, c'est le procès de Bobigny. Il y a un homme, avocat, qui, lui aussi, était visionnaire. Lui, il a sauvé un peuple entier. Que dire? Il a sauvé un continent. Il a sorti son continent de
ce labyrinthe de l'apartheid. Je veux parler de Nelson Mandela, Madiba. J'ai eu l'immense honneur d'être serré par ses bras et de le connaître et de l'entendre me parler de sa prison qui n'était pas plus grande qu'1,5 mètre sur 3 mètres. Mais il s'en est sorti. Il s'en est sorti par le haut, comme Icare a essayé de le faire. Sauf que Nelson Mandela, il a essayé de fédérer tout le monde. Il a oublié la haine. Il ne s'est pas engagé dans la vengeance. Il a réconcilié tout son peuple, toute l'Afrique, tout le monde était derrière lui pour émanciper son peuple. C'est ça, la liberté. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de confrères, hommes et femmes, continuent à lutter parce que c'est très, très important. Gisèle Halimi, lorsque elle a décidé d'être aux côtés de ces femmes-là, c'était pour changer des états d'esprit, c'était pour faire avancer la cause des femmes. D'ailleurs, elle était sous l'emprise de cette farouche liberté, Hurriya Sherissa, le titre de son dernier ouvrage, traduit en langue arabe. Elle a livré sa dernière plaidoirie pour la cause des femmes. Et la cause des femmes, elle continue aujourd'hui à être défendue par des Bouchra Belhaj Ahmida qui, elle, a essayé, tenté de changer la trajectoire de l'histoire sous l'impulsion d'un autre grand visionnaire, Qaït Sebsi, Allah yarhamou, puisqu'on a failli, et je ne désespère pas qu'un jour, ça arrive, de changer la loi en matière successorale, parce que c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui est le squelette, qui est le ressort. La femme est la moitié de l'homme. Et si la moitié est paralysée, aucune nation ne peut se redresser et se lever. C'est pour ça qu'il faut continuer. Et pour moi, en tout cas, le désir de devenir avocate et ma vocation, elle est née de fait de ce combat. Je me suis vue tout de suite avocate. Et d'ailleurs, ma première plaidoirie, elle était par moi, pour moi et contre moi. Il fallait que je plaide pour trouver ma place dans cette petite cellule d'abord, cette cellule familiale où il fallait avec 5 garçons, qu'on sache que j'étais là. Il a fallu que je fasse des mouvements d'aile d'une manière très répétée, et c'était exceptionnel, c'était extraordinaire, parce que quand il y a la réussite derrière, lorsque vous tenez le bon bout, c'est là où vous dites que c'est extraordinaire, je suis arrivée. Alors, oui, aujourd'hui, dans le cadre de différents procès, je suis face à ces victimes. Ces victimes qui, à un moment donné, même si on garde notre carapace d'avocat, on s'identifie dans leur lutte, dans leur travail de faire renverser la machine judiciaire pour que la justice soit dite et pour que la vérité éclate. Je me suis vue noyée sur des rives inconnues de la Méditerranée, comme ces haragas, les migrants, qui, au péril de leur vie, ont pris la mer. Sauf que, comme Icare, beaucoup ont chuté et se sont écrasés parce qu'on leur a promis un avenir meilleur. Je me suis vue aussi face aux atrocités de Daesh, cette organisation terroriste, dans le combat mené par les chrétiens d'Orient. Je me devais d'être aux côtés des femmes yazidis, celles qui ont subi ces atrocités, qui ont été violées, ainsi que leurs filles. Ces femmes-là, je me devais de leur prêter ma voix, parce qu'une société
sans voix. C'est notre anéantissement, c'est l'obscurantisme. C'est ce que les accusés qui sont aujourd'hui, je vais le revoir demain dans le box, c'est ce qu'ils veulent, c'est à cela, c'est très exactement leur projet pour notre société. C'est l'obscurantisme, c'est le labyrinthe dans lequel, comme Icare et son fils, tournent et cherchent la sortie, cherchent la porte, et ils sont face à une impasse, face à une porte sans secours. Sans sortie. Je pense aussi à Lassana Bathily dans le procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, ce jeune qui a décidé de cacher au sous-sol des victimes. Et il a risqué de sortir par les dédales, par une sortie à l'arrière pour demander de l'aide et sauver des innocents. Lassana Bathily, ce héros, et Hamadi Koulibaly, le terroriste, qui en a abattu 3. Tous les deux, ils sont nés du même pays, ils sont tous les deux maliens, ils parlent le même dialecte. Tous les deux sont jeunes, il y a une année entre ces deux jeunes. Sauf qu'il y en a un qui a pu sortir du labyrinthe, Lassana Bathily. L'autre, le terroriste, il s'y est enfoncé à jamais. Il ne se relèvera jamais. C'est ça le choix qu'il faut faire pour sortir par le haut. Le labyrinthe que j'ai rencontré, c'est aussi l'autre. C'est l'autre qui ne comprend pas comment un avocat peut défendre l'indéfendable. Comment la justice peut traiter de manière digne un accusé poursuivi pour les pires, mais les pires des infractions. Comment expliquer à cet autre que c'est ça la preuve que nous sommes du bon côté? Nous sommes du côté de la justice, nous sommes du côté de l'état de droit, nous sommes du côté de la démocratie et nous sommes loin, très loin du labyrinthe, de l'obscurantisme. Comment leur expliquer que oui, il faut que nous, avocats, puissions défendre l'indéfendable aussi. Il faut le faire, c'est notre mission, c'est notre vocation. Cette vocation, elle est née très jeune chez moi. Cette vocation a été encouragée par une autre femme, par ma mère, Douja. Elle, qui connaissait l'épreuve d'être femme et la nécessité de se libérer des geôles, du patriarcat et de la tradition. C'est entre femmes qu'on est sorties, toutes les deux. Nous sommes sorties par le haut. Et je suis là devant vous aujourd'hui. Et demain matin, je serai à la cour d'assises spécialement composée. Alors, je voudrais que vous le sachiez, toutes ces victimes, je les ai défendues avec la même détermination, la même passion et la même douleur aussi. Parce que, pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas avocat, on le devient. La robe qu'un avocat porte, c'est un habit pour la vie, c'est un deuxième corps pour nous. Oui, je défendrai l'indéfendable parce que je suis en dehors du labyrinthe, je ne suis pas tirée vers le bas du labyrinthe, dans l'obscurantisme, dans le noir absolu. Être avocat, c'est faire corps avec la justice pour que personne ne puisse rester sans défense. C'est très important, c'est votre salut. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez une seule chose.
c'est que à tout moment, on peut reculer, on peut chuter et on peut s'écraser parce que les acquis ne sont jamais acquis. J'ai façonné et renforcé mes ailes parce que vous le savez, le contexte actuel nous oblige à cela. Et ça ne vous a pas échappé. La menace que la Cour suprême des États-Unis retire le droit au vote pour les femmes, le droit de disposer de notre corps, et puis le martyre des femmes afghanes depuis le retour en politique des talibans, ces autres intégristes islamistes, qui pour eux, la femme est une burqa. Alors, j'aimerais aujourd'hui voir pousser des ailes dans toute cette salle et au-delà de cette salle, dans toute la Tunisie que j'aime tant. Je voudrais pouvoir prêter mes ailes à des jeunes, à une jeunesse qui désespère parfois. J'aimerais que mes mots puissent faire pousser des ailes. J'aimerais prêter des ailes à tous ceux qui veulent se libérer et prendre leur envol. Alors bon vol à tous.